je voulais commencer mon propos par vous faire la lecture d'un extrait d'un avant-propos dans une collection qui s'appelle Mango Jeunesse et qui a publié une biographie de Gérard Philipe. Je pense que c'est la seule biographie de Gérard Philipe adressée à des jeunes, à des enfants et à des adolescents. Et la directrice de cette collection fait une introduction à cette biographie dont je vais vous lire un petit extrait parce que cette introduction en tant que telle est une sorte de concentré de tout ce que l'on peut dire sur Gérard Philipe dans la création du mythe. Et le titre de cette introduction, de cet avant-propos est « Gérard Philipe, une eau pure ». On a déjà un des thèmes, le thème de la pureté dans la création du mythe, qui arrive de plein pied. Alors je vous lis un extrait de ce texte. Tout a été dit de Gérard Philipe. Homme exceptionnel et acteur génial. Tout. L'étoile foudroyée, le militant actif, l'homme amoureux, l'être de gaieté et de générosité, d'intelligence. Oui, tout a été dit. Figure de proue de la jeunesse, il avait l'allure d'un prince et il en avait l'âme. Pur, il avait des indignations d'adolescent. Profondément grave et espiègle, il a été l'image lumineuse des angoisses, des désarrois et des espoirs d'une époque. Prince en Avignon, prince des acteurs, prince de la scène et de l'écran, et le dernier héros romantique, il avait le regard clair et la beauté d'un ange. On a donc là un texte qui rassemble grandement ce que l'on va trouver à travers toutes les biographies de Gérard Philipe. Alors, j'ai donné la liste des biographies de Gérard Philipe que j'ai travaillées avec, il y a un ensemble de biographies que je vous ai données, et on va voir cette question de la création du mythe. Alors, avant de commencer, comme il s'agit de biographie et de mythe, il faut bien que je dise quelque chose de l'un et de l'autre. Alors, biographie, les biographies, je travaille en analyse de discours, c'est un type de discours, un type de texte qui a été très étudié. Il y a beaucoup de théories autour de la biographie dont je ne peux pas parler, mais il y a une chose quand même qu'il faut que je dise, parce que ça rentre effectivement dans ce propos de la création du mythe, qu'une biographie est une rencontre, forcément une rencontre, entre un biographe, un biographié, un lecteur. Une biographe, une biographiée, une lectrice, c'est une rencontre. Ce n'est pas sans raison qu'on a envie de faire un livre sur quelqu'un, et ce n'est pas sans raison qu'on a envie de lire un livre sur quelqu'un. Donc il y a un exercice d'admiration, Jérôme Garcin dit souvent c'est un exercice d'admiration, il y a un exercice d'admiration et une invitation au mythe lorsque l'on se lance dans l'écriture ou dans la lecture d'une biographie. Alors ça c'est une chose très importante, je voulais la poser tout de suite. Deuxième chose, on parle de mythe, il faut bien avoir une définition du mythe. Alors, encore une fois, il y a des tas de théories du mythe, des tas de définitions, parce que c'est quelque chose de complexe. Je vous lis seulement celles que j'ai adoptées moi pour faire le travail que je vais vous présenter. Le mythe rapproche l'homme des dieux et des héros. Au-delà d'une réalité, il vise l'allégorie, la fable, la légende, le rêve et le mystère d'un homme que les valeurs placent au-dessus du commun. Alors là, c'est une diapo où je vais aller très vite parce que je n'ai pas le temps
de vous donner, disons, comme on dit entre nous, la cuisine scientifique qui m'a permis de faire le travail que je vais vous présenter. Bien sûr, il y a une méthodologie derrière, avec beaucoup de procédures, beaucoup de règles, qu'on appelle la linguistique de corpus, mais je ne peux pas vous en parler. Les données, c'est en fait l'ensemble des ouvrages que vous verrez dans la bibliographie. Et quant aux analyses, elles sont de deux types. À partir de l'ensemble de ces biographies, j'ai fait des analyses quantitatives et qualitatives. Les analyses quantitatives, elles sont faites à l'aide de logiciels. En fait, c'est la machine qui calcule la fréquence des mots, la fréquence des mises en mots. Et l'analyse qualitative, c'est en fait l'interprétation des significations que je fais faire dans le sens du mythe. Alors, l'analyse quantitative, je ne vais pas vous en parler longtemps, je vais juste vous montrer 3 visuels pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est cette analyse quantitative. Premier visuel, j'ai demandé à la machine les 50 premiers mots les plus fréquents de l'ensemble des biographies, les 50 mots les plus fréquents au-delà de 3 lettres, parce qu'autrement, si c'est dès le début, c'est tout l'appareillage grammatical de la langue qui va apparaître. Et voilà ce qu'on a. Ce qu'on appelle les entités nommées, vous voyez, ce sont les personnes, les lieux, les organisations, et voilà. Voilà en gros ce qu'on a. Je passe assez vite parce qu'on pourra en discuter. Ce qu'on a. Alors bien sûr, Gérard Philipe apparaît en très gros, tout simplement parce qu'il s'agit de lui et qu'on le cite souvent. Gérard apparaît aussi à côté. Ça, c'est une spécificité parce que très très vite, les gens qui parlent de Gérard Philipe finissent par ne dire que le prénom dans un acte d'appropriation de la personne. La très belle biographie d'Olivier Barrault, qui s'appelle L'ami posthume. Olivier Barrault, à la fin de sa biographie, dit plus je vieillis, plus je me rapproche de lui, et je vais l'appeler Gérard, dit-il. Donc c'est un peu l'explication de Gérard comme ça. D'autres représentations. Là, à gauche, j'ai demandé qu'on enlève Gérard Philipe qui prend trop de place dans les nuages de mots. Donc voilà ce qu'on obtient lorsqu'on enlève Gérard Philipe. Vous voyez, Villard, La Seine, Comédia, etc. Voilà les mots, les 50 mots les plus fréquents qui apparaissent. Et à droite, j'ai demandé qu'on enlève les noms propres. Et on a une même représentation des mots les plus fréquents dans les biographies, les 50 mots les plus fréquents dans les biographies. Et il y a une dernière représentation que je voulais vous montrer, ce qu'on appelle des synapsies. Alors là, c'est très intéressant quand on fait de l'analyse quantitative, c'est trop petit, vous ne pouvez pas voir, mais on demande un mot, alors je vous ai donné l'exemple de Anne, puisqu'il sera beaucoup question de Anne, et de mythe, puisqu'il est beaucoup question de mythe, et la machine me donne les environnements les plus fréquents, les phrases les plus fréquentes. On est en travail de phraséologie, les phrases les plus fréquentes autour de ces mots qui sont des sortes de mots-clés. Donc, je vais vous parler maintenant des résultats. Je vais passer aux résultats pour bien rester dans mon temps. Et bien sûr, les résultats sont au croisement des analyses qualitatives et des analyses quantitatives. Et au croisement de ces deux analyses, on voit que se dégagent 3 plans de la narration biographique. Très nettement, 3 plans de cette narration biographique qui, en fait, corroborent les théories du texte biographique que l'on connaît depuis longtemps. Et je vous donne une citation d'un spécialiste de la biographie qui nous dit, tous les mots sont importants, l'aventure biographique, tant pour le scripteur que pour le lecteur, est l'espoir d'une vérité de la vie racontée, ou plus exactement, l'espoir d'une justesse de l'image du biographié et en point de mire une visée mythologique. Donc on voit bien que les plans de la narration biographique, c'est la vie
l'image, le mythe. Alors, à ces 3 plans correspondent 3 récits très identifiables. Je me suis basée sur la théorie de la biographie et effectivement, en travaillant à l'aide des analyses quantitatives, 3 récits apparaissent. Un récit que j'ai appelé le récit mondain, qui correspond à la vie, c'est-à-dire l'homme en général, dans tous ses aspects de citoyen, de mari, d'acteur, de tout ce que vous voulez, l'homme dans la société. Un deuxième récit que j'ai appelé le récit héroïque, qui est l'homme face à ses rôles de comédien et d'acteur. Et un troisième récit que j'ai appelé le récit sublimé, qui est en fait ce que l'imaginaire collectif va retenir de tout cela et va en fait sacraliser. Alors, il y a 3 remarques que je voudrais faire très vite. La première remarque, c'est que la masse verbale, la quantité de mots et de mise en mots des 3 récits est très différente. Le récit mondain prend presque toute la place, prend une place très grande, puisqu'il s'agit de tous les aspects de l'homme et de sa vie. Le récit héroïque se réduit à l'homme dans ses rôles d'acteur et de comédien, et dans une part de ses rôles les plus emblématiques de ce qu'il est. Quant au récit sublimé, il est encore plus petit en masse verbale parce que c'est une sorte de cristallisation, si l'on peut dire, de ce que l'imaginaire collectif a voulu garder et mettre en avant. Et alors, il se trouve en analyse de discours que chacun de ces 3 récits est marqué par un mot qui revient de biographie en biographie de façon massive, avec des occurrences, une fréquence tout à fait particulière. Le mot apparition pour le récit sublimé, le mot incarnation pour le récit héroïque et le mot engagement pour le récit mondain. Donc je vais aborder les 3 récits les uns après les autres et vous montrer comment cela fonctionne. Alors, le récit sublimé, j'ai fait un titre, un sous-titre que j'ai appelé « L'apparition au singulier ». Et il y aura ensuite les apparitions. L'apparition au singulier, dans la narration biographique, c'est l'ange de Sodome et Gomorrhe. La première apparition importante de Gérard Philipe sur scène. Gérard Philipe a 20 ans, il veut jouer sur une scène à Paris, il va au théâtre Hébertot, il sait qu'on va mettre en scène le Sodome et Gomorrhe de Giraudoux, il arrive dans la salle de répétition et il se présente pour être auditionné et il arrive, il dit qu'il aimerait être le jardinier. Veut faire le rôle du jardinier. Il a appris quelques passages du rôle de jardinier. Doukine, le metteur en scène, lui dit « Entrez, jeune homme », et il lui dit tout de suite « Jeune homme, venez parmi nous, vous serez notre ange », avant que ça commence. Et Frédéric Hébrard, qui est une actrice écrivaine que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui était parmi les jeunes qui postulaient pour avoir un rôle dans cette pièce, a écrit « Ce fut comme une apparition, il n'y avait plus aucun doute possible, l'ange venait d'entrer dans la salle de répétition. » Même avant qu'il soit sur scène, cette apparition de l'ange est une apparition immédiate. Et dans la diapo suivante, vous verrez, j'ai intitulé « Un ange est passé ». Un ange est passé, c'est l'inscription qui est sur la plaque de la maison de naissance à Cannes de Gérard Philipe. Il y a une plaque qui a été apposée, et cette plaque, elle est intitulée « Un ange est passé ». Même au-delà de la mort, cette première apparition de Gérard Philipe comme ange est toujours sur la plaque de sa maison. Vous savez, les plaques sur les maisons d'artistes, on dit « Ici est né je ne sais pas qui », voilà. Là, c'est « Un ange est passé ». Donc, la force de l'image est absolument inédite. Alors, il y a 2 mots qui sont attachés aussi
à ce mot apparition qui apparaissent moins fréquents mais très fréquents, ce sont les mots de révélation et d'annonce. C'est une apparition, mais aussi la révélation d'un artiste hors norme et l'annonce, j'ai mis entre parenthèses annonciation, parce que quand même, la pièce de Sodome et Gomorrhe est un récit biblique, et la tonalité biblique de cette annonciation est quand même réelle. Donc aussi l'annonce d'une fulgurante carrière. Alors, dans tout ce récit sublimé, les mots qui reviennent de biographie en biographie. Sur 60 ans de biographie de Gérard Philipe, ce sont toujours les mêmes mots. Ange, archange, pureté énigmatique, lumière surnaturelle, grâce divine, voix céleste, prophétique, etc. Alors, je vais vous lire juste ce qu'Edwige Feuillère disait, qui jouait dans Sodome et Gomorrhe, qui disait de Gérard Philipe: le soir de la première, l'ange avança dans la lumière céleste, frêle comme un Donatello. Sa haute et juvénile silhouette blanche était allongée encore par une simple draperie. On reconnut l'ange. Pour ce public blasé, ce fut une révélation et en même temps la consécration d'une carrière de météore. Donc tout y est déjà à ce moment-là, et ensuite suivent une série d'apparitions. Caligula, démon en quête de pureté et d'absolu, qui veut attraper la lune, qui brise le miroir, cette image de Caligula, qui fait partie des anges et des démons. Le prince Mishkin, la vision christique du prince Mishkin dans l'Idiot, vision de folie, d'épilepsie, qui fait aussi partie de ces mythes de l'ange. Le prince de Hombourg, bien sûr, dans sa tenue blanche, même tenue blanche que pour l'ange de Sodome et Gomorrhe, fantomatique, et qui se couronne de laurier sur scène et qui dit maintenant, ô immortalité, tu es tout à moi. Le thème de l'immortalité, je n'ai pas le temps de l'aborder, mais il traverse toutes les biographies de Gérard Philipe. Il y a quelque chose autour de l'immortalité, un mot très fort, très très fort dans les biographies. Le poète des épiphanies, et j'en passe. Attendez. Là, il y a les apparitions, oui. Voilà. Le récit héroïque, maintenant, je fais un peu vite parce que je voudrais faire, comme on m'a dit, garder, ne pas dépasser trop mon temps. Le récit héroïque commence par aussi l'incarnation. Le mot incarnation est un mot dominant. Je l'ai mis au singulier d'abord parce que comme il y a une apparition d'abord et des apparitions après, il y a une incarnation au départ. Alors, toutes les biographies disent très bien que Gérard Philipe était un comédien habité. Il fut chacun de ses personnages au-delà de toute interprétation. Tout ce que je vous mets sur les diapositives n'est pas mon discours, mais des discours que je tire des biographies. Alors, Jeanne Moreau, par exemple, qui parle de son père à Anne-Marie Philippe, lui dit « C'était absolument miraculeux à regarder. Avoir ce don était un éblouissement. Votre père était un magicien. » Alors, dans ces incarnations de rôle, la première figure est la figure du Cid. Alors là, je ne sais comment le dire, mais le récit autour de la rencontre entre Gérard Philipe et Jean Vilar, Rodrigue et le Cid, est dans toutes les biographies un récit dans le récit. En tant que tel, il y a un sous-récit qui est un récit fondateur de tout le reste, et ce n'est pas par hasard que Gérard Philipe est enterré dans le costume du Cid, c'est un récit en tant que tel. Donc, Gérard Philipe, Jean Vilar a envie que Gérard Philipe joue le Cid. Il le lui propose, Gérard Philippe dit non, il ne veut pas en entendre parler, Corneille, ça ne l'intéresse pas, la tragédie, ça ne l'intéresse pas, tout ça, c'est poussiéreux et ce n'est pas pour lui. Bon. Plus tard, il a envie quand même de rentrer dans la troupe du
TNP. Alors il va voir Villars et il lui dit « J'aimerais bien faire partie de la troupe du TNP ». Villars est d'accord, il lui donne les conditions qui sont rudes, il lui dit « Voilà ». Gérard Philippe accepte, et à la fin, il lui dit « Et tu joueras le Cid ». Et Gérard Philippe dit pas oui, mais il sourit et il va jouer le Cid. Alors, il va jouer le Cid, mais il est un peu paniqué par cette affaire. Il court voir son professeur du conservatoire, Georges Leroy, qui est vraiment son professeur vénéré. Il court le voir et il dit « Il faut que je joue le Cid ». Et alors là, il y a quand même quelque chose de merveilleux, enfin de hors norme. C'est une sorte de transmission, une extraordinaire transmission entre le plus grand tragédien du siècle d'avant, Mounet Sully, qui a joué Rodrigue, et Gérard Philippe, qui va être le plus grand comédien du siècle d'après, par l'intermédiaire de Georges Leroy. Georges Leroy, qui a été l'élève de Mounet Sully, dit à Gérard Philippe ce que Mounet Sully pensait faire du Cid. Donc on a une espèce, à travers les siècles, une transmission tout à fait extraordinaire de ce rôle de Rodrigue entre Mounet Sully et Gérard Philippe. Et bien sûr, on connaît bien la suite. Gérard Philippe enterré dans le costume du Cid, la théâtralisation de la mort de Gérard Philippe, qui est très bien racontée par Jérôme Garcin, où effectivement Gérard Philippe, sur son lit de mort, va être habillé, chose absolument incroyable, va être habillé du costume du Cid par Jeanne, l'habilleuse du TNP. C'est une habilleuse de théâtre avec l'aide de René Clair qui va habiller Gérard Philippe de ce costume du Cid. Et on le sait bien, il est enterré dans la tombe de Ramatuelle. Il y a Rodrigue et Gérard ensemble dans cette tombe. Alors voilà une belle photo de Gérard Philippe dans le Cid. On n'imagine plus que Rodrigue puisse être joué par quelqu'un d'autre. C'est tiré d'une biographie qui dit Gérard Philippe et Rodrigue lui-même. Et les journalistes du Monde, Robert Kempf, avait écrit, après la représentation du Cid, « Le voici le Cid de 20 ans, beau comme Achille, fier comme Roland, plein de flammes, vif et gracieux, héroïque et amoureux, que Corneille a donné aux humains et que si peu de comédiens ont incarné selon nos songes. » Alors, après cette incarnation, il y a les incarnations qui suivent. Une longue cohorte des héros de scène et sur scène et à l'écran avec lesquels Gérard Philippe se confond. J'ai retenu cette phrase forte. Il appartenait plus au roman et à la légende qu'à la vie. Héros romantique, c'est le héros romantique incarné, avec les mots dans les biographies qui sont toujours les mêmes. J'ai pris les plus fréquents. Gloire, jeunesse, fougue, tourment, sentiment d'exil, c'est Stendhal à l'écran et Musset sur scène. Mais c'est aussi, pas seulement un héros romantique, le récit héroïque va plus loin, c'est le héros de son temps. Parce que Gérard Philippe est l'incarnation des rêves de son époque. Pourquoi parler tant de cette mort ? Parce que vient de mourir en sa personne le véritable héros de notre temps. Le récit mondain maintenant, le troisième récit, je l'ai appelé « Les engagements ». Une vie et une carrière hors du commun, où tout fut harmonie, chaleur humaine, intelligence, engagement. Alors, la liste est longue de ce qu'on peut appeler engagement très fort de Gérard Philippe, auprès de ses parents, de son père en particulier, dont tout le séparait, des amis, comme citoyens, comme partenaires, et l'engagement, le grand engagement aussi, qui entre beaucoup dans le mythe, qui est l'engagement auprès du TNP de Jean Vilar. Et tout le monde, tous ceux qui connaissent un petit peu les biographies de Gérard Philippe, on a tous en tête la très belle phrase de Jean Vilar, «
Je n'imagine pas la victoire sans toi, disait-il à Gérard Philippe. Alors, ce récit mondain raconte effectivement les engagements, et pour les contemporains de Gérard Philippe, les mots que nous avons, nous, dans la bouche de vedettes, de stars, d'idoles, d'icônes, sont des mots inappropriés. Les contemporains disent il n'était pas une star, il était un exemple. On a ce genre de choses. Je vous donne une des citations, Serge Reggiani. Il était non seulement le premier d'entre nous, mais notre justification. Or, une justification qui s'en va, c'est comme une partie de nous-mêmes qui disparaît, disait Serge Reggiani. Donc, il y a tous les engagements, et au-delà des engagements, une vision de Gérard Philippe qui est plus tout à fait la nôtre, mais qui a été très fortement marquée à l'époque. Alors, je voulais pas vous donner trop de tableaux quantitatifs, mais il y en a quand même un que je voudrais vous mettre à l'écran, qui est le profil. Mais j'ai demandé à la machine le profil de Gérard Philippe. Et voilà ce que ça donne. Alors, les intitulés psychologie, action, esthétique et tout ça ne viennent pas de bois. C'est le logiciel qui ventile le profil d'une personne dans ces catégories-là. Alors, si on regarde à travers l'ensemble des biographies de Gérard Philippe ce profil, ben écoutez, il n'y a pas une ombre au tableau. Il n'y a pas un mot négatif. Alors, il y a un mythe dont je ne peux pas parler parce que ça serait un peu long. C'est en fait le mythe de la perfection. Dans les biographies, court l'idée qu'il était parfait. Il était parfait dans sa vie, il était parfait comme citoyen, il était parfait dans ce qui est le plus fréquent. Ensuite, si on creuse, il peut y avoir autre chose. Mais le profil tel qu'il apparaît là est un profil lisse, disons, parfaitement lisse. Alors, le récit mondain, c'est effectivement les engagements, mais le récit mondain va beaucoup plus loin et présente Gérard Philippe comme l'idéal humain d'une époque. Il fut plus qu'un acteur, il fut le visage idéal en qui toute une jeunesse voulut s'incarner. Et là, une petite citation qui résume bien ce qui nous intéresse ici sur le devenir, puisque nous parlons du devenir. Il est mort si jeune, il est mort si vite. De cet éternel jeune homme, le temps a fait un mythe. Comme si le public avait compris que tous les engagements du comédien, artistiques et politiques, représenteraient un jour, aux yeux de l'histoire, le visage même des années 50. Voilà ce qu'on trouve. Mais ce récit mondain va encore plus loin. Il raconte l'appropriation par le corps social du corps d'un individu. La dernière biographie sortie par Geneviève Winter, il y a un chapitre qui s'appelle « Corps collectif », et c'est vraiment quelque chose à souligner parce que c'est quand même un petit peu exceptionnel dans les relations d'un artiste à son public et à la société. Il y a une sorte d'appropriation du corps de certains artistes par le corps social. Il y a une autre formulation qui revient souvent qui est corps réceptacle parce que Gérard Philippe rassemblait toutes les attentes, tous les idéaux d'une génération. Alors, voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre cette belle photo de Gérard Philippe en Lorenzo qui meurt dans la lagune de Venise. Cette photo qui est parue en double page dans Paris Match et qui a été reprise au lendemain de la mort de Gérard Philippe par d'autres médias. La France pleure son Gérard Philippe. Et puis cette phrase de Georges Perros, « Il était le corps d'un besoin collectif qui se définit mal
justement parce qu'il a besoin d'un individu pour se dire. Après tout ça, devenir d'un mythe, qu'est-ce qu'on peut dire du devenir du mythe? La question que je me pose, qui peut être posée, de ces trois récits constitutifs du mythe, lequel a résisté, résistera le mieux à l'épreuve du temps? Alors, la qualité d'homme moral qu'on voit dans le profil de Gérard Philipe que je vous ai projeté, la qualité d'homme moral du récit mondain a-t-elle encore un sens? Jérôme Garcin répond non. Dans des entretiens, il dit non, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, à voir, on ne sait pas. La figure du héros romantique est-elle dépassée? Ce type de héros romantique, n'est-ce plus, aux yeux de ce que sont les héros aujourd'hui, est-ce que c'est dépassé? À voir. Et que dire de l'imaginaire collectif qui élève un homme au-dessus des grands mythes? Alors, pour répondre à cette question, moi j'aurais tendance de dire oui, mais c'est en débat. Et pour étayer ma réponse positive, je vais vous donner, dans la diapo suivante, deux textes à 50 ans d'écart, à un demi-siècle d'écart. Il y a un premier texte d'un auteur, Le Poon, de la République dans la République des Lettres, qui, en 1972, écrit quelque chose. Et cette année, en mai dernier, au Festival de Cannes, il y a eu au Festival de Cannes un hommage à Gérard Philipe, et il y a eu une conférence en présence d'Anne-Marie Philippe et du maire de Cannes, et le journaliste qui commente cette conférence termine par la phrase que vous allez voir. Alors, en 2022. Donc, Le Poon nous dit « L'énigme Gérard Philipe est une grande énigme que nul ne peut résoudre, sinon par l'image d'un phénix qui, de siècle en siècle, se brûle pour renaître, sinon par les fables du sphinx grec ou du minotaure de Crète qui exigent qu'on leur livre les plus jeunes, les plus beaux. » Et 50 ans après, le journaliste termine l'hommage de Gérard Philipe à Cannes. Il meurt à l'âge indécis où meurent les héros avant que les dieux n'aient cessé de les aimer. Voilà. Et pour vous remercier de votre écoute, un beau fanfan la tulipe qui jaillit d'un pignon d'une maison de Cannes. Voilà.